Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième cours du cycle webinaire autour de l'imagerie oncologique d'aujourd'hui et de demain. Je suis le docteur Bar Popal, médecin spécialiste FMH en radiologie, sous-spécialiste en imagerie de la femme et néphrourologie. Je suis également responsable de l'Institut de radiologie de la Côte. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de notre programme 2023. Notre cours s'intitule Nouvelle approche pour le dépistage du cancer du sein, le dépistage personnalisé. Pour information sur le déroulement du cours, il y aura le webinaire qui dure 45 minutes. Il faudra bien penser à couper votre micro pendant le cours et de poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons lors de la séance questions-réponses qui dure 10 minutes à la fin. À la fin de cette présentation, vous recevrez également un mail d'évaluation pour évaluer ce cours et également votre certificat d'accréditation. Nos intervenants sont le docteur Dominique Fournier, qu'on n'a plus besoin de présenter. C'est le président fondateur du groupe 3R, qui compte aujourd'hui 18 centres. C'est un médecin spécialiste FMH en radiologie, sous-spécialiste en imagerie de la femme. Notre deuxième intervenant est le docteur Anna Maria Rosano, médecin spécialiste FMH en radiologie, sous-spécialiste en scénologie et en dépistage du cancer du sein, et également responsable de l'Institut de radiologie de Sion. J'ai le plaisir de leur passer la parole et nous nous retrouverons à la fin pour la séance questions-réponses. Bonjour à tous, merci Bar pour cette introduction. Donc, je vais commencer le topo principal en vous rappelant ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, je vous parlerai surtout des généralités sur le cancer du sein et je laisserai à Anna les autres chapitres. Vous verrez, elle va faire ça de manière extraordinaire. Donc, on vous fait un tout petit quiz pour commencer, qu'on reprendra pour des réponses à la fin. Donc, selon les recommandations actuelles, le dépistage du cancer du sein peut officiellement se faire par les méthodes suivantes: mammographie, palpation, échographie, toutes les réponses ci-dessus. Une ou plusieurs réponses possibles. Notez-vous A, B, C, D, E sur un petit bout de papier quelque part et on y reprendra à la fin. Une deuxième série de questions. Donc là, c'est vrai ou faux. Il y a 5 questions. Vous mettez A vrai ou B faux. La mammo rate 20% des cancers dans les seins très denses type D. L'échographie permet de détecter des cancers plus petits que la mammo, vrai ou faux. Le pourcentage des cancers survenant après 50 ans est de 25%. La palpation n'est pas utile pour dépister le cancer du sein, vrai ou faux. Avoir des seins denses augmente de 4 à 5 fois le risque de cancer du sein. Vrai A, B faux. Donc, je vous laisse encore juste quelques secondes. Et puis, ce n'est pas grave si vous répondez faux. L'important, c'est que vous appreniez à la fin de ce petit topo. Entrons dans le vif du sujet. Dans les généralités, je vais vous rappeler quelques chiffres, les modalités de détection par imagerie, les types de dépistage et leurs limites, et puis vers quel futur on peut tendre. Donc, pour aller vers le futur, il y a des questions en suspens et des ébauches de réponses. Dans les généralités, vous savez que le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité féminine chez les femmes jeunes entre 40 et 50 ans, et que maintenant, une femme sur 8 va être touchée par cette maladie, alors qu'il y a 25 ans, c'était 1 sur 12. On peut se poser la question, dans 25 ans, est-ce que ce sera 1 sur 4? L'incidence augmente rapidement après l'âge de 35 ans. Une tumeur a un temps de doublement de 4 à 7 mois, et elle mettra pour arriver à 7 mm, 7 à 8 ans. Elle deviendra palpable après 12 à 15 ans. Et si elle a plus de 3,5 cm de diamètre, eh bien, il y aura des métastases axillaires dans 50% des cas. À la mammographie, il faut en général que la tumeur atteigne 10 mm pour qu'elle soit détectable. Et là, il y a peu de métastases. Et puis, la survie à 5 ans, elle est très bonne si on est au stade précoce. Alors, la détection, elle dépend de beaucoup de choses. La taille de la tumeur, c'est pour les modalités d'imagerie, mais aussi pour la palpation. La localisation en profondeur, en mammographie, on ne voit pas tout le sein, surtout le cadran supéro-interne. Dans des gros seins, c'est plus difficile de faire une bonne échographie. Dans un type de sein dense et très fibreux, c'est difficile à la mammo, parfois difficile à l'US. Puis la forme histologique, c'est un cancer qui est encore dans les canaux in situ. Ce sera plus difficile à trouver qu'un cancer invasif qui fait déjà une masse. Ça, c'est pour toutes les modalités. Et puis, depuis qu'on a l'IRM et une autre technique de mammographie, la vascularisation est un indice de découverte d'un cancer du sein. Petite histoire de la mammographie. Donc, première radiographie il y a très longtemps. C'est dans les années 50 qu'on a commencé à faire
régulièrement de la mammographie. C'est sur des films argentiques comme pour les autres photos. En 60, on a passé à la xéroradiographie. Vous voyez ici en haut à droite un exemple dans un sein avec beaucoup de densité ici. Et vous voyez qu'on devine avec la xéroradiographie quelque chose de plus nodulaire. Et c'était ça la tumeur. Ensuite, la mammographie a évolué avec des films à plus haute résolution et à dose plus faible. En 2002, on a eu les plaques au phosphore, hein, c'était l'ECR. Et en 2004, les capteurs plans, la tomosynthèse en 2016 et l'angiomammographie euh, il y a très peu d'années. Les modalités d'imagerie qu'on a actuellement à disposition, bien là, c'est bien listé ici, la mammographie, la tomosynthèse, ça veut dire angiomammographie, on en parlera après, et l'automated ultrasound, hein, ABUS, c'est l'abréviation, c'est aussi prôné depuis quelques années, on y reviendra, et puis l'IRM ici et l'IRM ultra rapide, on y reviendra également. Donc, les deux types de dépistage qu'on a à disposition maintenant, c'est ce que vous connaissez dans les cantons romans, c'est le dépistage de masse organisée ou le dépistage des programmes. On fait la mammographie. On adjoint l'échographie depuis une dizaine d'années dans les seins denses. On a aussi le dépistage individuel où on fait la mammographie et l'échographie souvent, parfois simplement l'échographie chez les femmes jeunes et parfois l'IRM. Anna vous en parlera. En fonction du risque personnel, eh bien, on fera plus ou moins les trois examens, ou un seul, ou surtout mammographie et échographie. Et ce risque personnel, ce sera le sujet d'Anna, il est moyen, modéré, élevé, juste quelques indications ici qui seront développées par Anna plus tard. Dans les programmes de dépistage, le plus souvent, c'est la tranche d'âge de femmes de 50 à 74 ans qui est appelée à venir faire cet examen. Mais vous voyez qu'ici, par rapport à ce graphe qui met en vert la population cible, vous avez beaucoup de cancers après et pas mal de cancers avant. Donc, en fait, la population cible, c'est seulement 50% des cancers qui sont dépistés à cet âge-là. On a 25% qui surviennent après 74 ans. 15% entre 40 et 50 ans et 10% avant 40 ans. Donc, c'est vraiment le sujet. Avant 50 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, une carte de la Suisse où les cantons en rouge sont ceux qui font du dépistage. En rose, introduction prévue. Et puis, ceux qui font encore que du dépistage individuel ou pas, eh bien, c'est les cantons gris de la Suisse centrale. Là, je vous ai juste mis un petit chiffre. C'est ce que paye la femme. C'est 10% du tarif de mammographie qui dépend de chaque canton par rapport à sa valeur du point. Alors, les limites des modes de dépistage actuels, pour le dépistage de masse organisé des programmes, eh bien, c'est surtout lié à la technique mammographique qui a été longtemps prônée comme seule modalité diagnostique. Et vous savez que dans les seins denses, ben, il y a 50% des cancers qui ne sont pas vus et on détecte beaucoup de microcalcifications qui sont peut-être des cancers in situ, mais ça amène à des biopsies, voire à des opérations. On a de l'irradiation quand même. Et entre les deux vagues, c'est-à-dire 2 ans de chaque dépistage, on a quand même des cancers d'intervalle qui sont jusqu'à 20% et ils sont plus agressifs et la survie est diminuée dans ce type de cancer. La population cible, je vous l'ai dit, c'est simplement une couverture de 50% environ. Dans le dépistage individuel, bon, on a des disparités régionales en fonction des habitudes. En Suisse allemande, il y a peu de radiologues qui font de l'échographie complémentaire, c'est les gynécos et les généralistes. C'est comme ça depuis toujours. Et puis, il y a surtout un déficit d'information des femmes et des soignants par rapport aux autres modalités de dépistage qu'on recommande en cas de sein dense, c'est-à-dire l'échographie et l'IRM. Et puis pour les femmes à haut risque, Anna vous en parlera, il y a des schémas qui sont prévus par l'OFSP et pour être remboursés par l'assurance, puis on a des recommandations internationales aussi. Ben, dans le futur, on va certainement manquer de ressources en radiologues et en techniciens. Donc, tout ce qu'on peut automatiser, ça va être bienvenu. Et puis, il y a en fait un problème de coût aussi, parce que pour les femmes qui font le dépistage individuel, c'est tout à leur charge si elles ont une franchise élevée. Alors, la problématique des seins denses, il y a tout d'abord un problème de triage pour classifier la densité mammaire parce que ça varie d'un radiologue à l'autre. Donc, pour pallier à cet inconvénient, eh bien, on a des solutions d'intelligence artificielle qui arrivent sur le marché. Ensuite, quand on a des seins denses et qu'on propose au médecin traitant et à la femme de faire une échographie complémentaire, eh bien, il y a des femmes qui acceptent ou pas. Dans le Haut-Valais, pour le programme Valaisan, il y a 1 sur 2 qui dit ben, moi, je ne vais rien faire. Dans le Bas-Valais, il y a quand même 3 sur 4 qui suivent cette recommandation. Et puis, les examens complémentaires, c'est un coût, comme je l'ai dit, je vous ai mis ici quelques fourchettes de chiffres. C'est quand même pas rien, parce qu'il y a des femmes qui doivent payer tout si elles ont choisi une haute franchise, ou en tout cas le 10%.
Alors, pourquoi on a fait faire l'échographie complémentaire dans la proposition pour les femmes en sein dense? Parce que dans les densités de type C et D, ça amène vraiment la découverte de petits cancers, dans 17% pour les densités de type C, jusqu'à 28% dans les densités de type D. Et un élément que j'aime beaucoup mettre en avant, c'est la haute valeur prédictive négative. Si vous faites une échographie et vous dites à 94%, cette dame n'a pas de cancer. Mais on trouve peu dans la littérature de cancer de quelle taille. Alors moi, je pense qu'on peut trouver dans les seins faciles tous les cancers de plus de 5 à 6 millimètres et dans les seins difficiles plus de 7 à 8. Mais après, c'est chacun qui a son expérience personnelle. On peut bien découvrir et différencier les masses à l'échographie, comme ici un fibroadénome, un carcinome, et puis des petites tumeurs ici de 9 millimètres, avec un peu de dureté tissulaire qui peut parfois nous aider dans ce type de sein très dense comme ici à droite. Alors, quelles sont les femmes qui ont droit, entre guillemets, à bénéficier d'une échographie par rapport aux recommandations des programmes de dépistage? Ici à gauche, eh bien, dans les pays externes à la Suisse, USA, Canada, France, vous voyez ici la densité mammaire qui est très élevée, extrêmement dense ou hétérogène. En gros, on a, en fonction du temps qui passe, de l'âge des dames, 40% de femmes qui ont cette recommandation. Elle est obligatoire aux États-Unis, on verra plus tard. Tandis qu'en Suisse, sur ça, c'est le Valais, mais c'est à peu près la même chose dans les autres cantons qui font le dépistage en Suisse, ben, on a restreint au très dense type D. Donc là, on touche que 4,3%, alors qu'on devrait englober ce bleu-là des 44%. Mais je pense que enfin, nos partenaires à la santé et les assureurs ont dit ça fait trop, on va trop dépenser, donc on propose qu'à cette petite tranche qui est là. Donc les femmes suisses auront une chance moindre de se voir proposer l'échographie. Donc, pour aller vers le futur, eh bien, on va dépendre des évolutions des techniques d'imagerie, de l'application des bonnes pratiques qui sont basées sur des études scientifiques et puis des recommandations officielles qui sont actuellement celles qu'elles sont, mais qu'on espère voir bouger pour aller vers un dépistage personnalisé efficient et on espère qu'il sera gratuit. Alors, une des premières choses qui est là pour nous aider, qui est là pour nous aider et nous changer la vie, c'est l'échographie automatisée. C'est ce type d'appareil qui est fait par quelqu'un qui n'est pas forcément un technicien en radiologie, sans qu'on veuille leur enlever du travail, et qui prend en 3 fois le volume du sein. Ça prend 3 à 6 minutes, on va dire. Et cet appareillage a été tout à fait accrédité aux USA et au Canada comme complément à la mammographie de dépistage dans les seins denses. Je vous donne ici une petite référence si vous ne connaissez pas, Are You Dense, allez chercher ça sur Internet, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et ça donne un type d'image ici qui a une vue longitudinale, qu'on semble à cette d'échographie normale, une vue transverse, puis après, on a une reconstruction coronale, ça veut dire qu'on coupe l'épaisseur du sein comme ça, et on la retranscrit comme ça. Et puis, il y a le mamelon qui est en jaune, et puis après, on a des kystes, etc., ou d'autres tumeurs. On a une très haute valeur prédictive négative. Il faut avoir une bonne technique. Et on peut aussi faire de l'échographie second look après IRM là-dessus. Il y a des études qui ont paru et qui montrent que c'est efficient. Voilà un exemple ici d'un carcinome qui est assez grand. Vous avez l'habitude de cette image échographique, il est sous la peau, il est certainement palpable. Le mamelon est par là. Par rapport au mamelon, voilà où se trouve la lésion. Elle est assez bien délimitée, mais quand on voit ceci, c'est un carcinome, ça ne peut pas être autre chose. On a aussi l'avantage d'avoir maintenant une aide au diagnostic par intelligence artificielle pour cet examen-là. Donc, ça nous permet un tri des cas normaux et des cas normaux qu'on doit traiter. Ça réduit le temps de lecture de 33% et ça diminue le taux de biopsie pour des lésions bénignes. Avec l'intelligence artificielle, on peut aussi l'appliquer à la mammographie. Dans cet exemple ici, avec le logiciel qui s'appelle Transpara que l'on a chez nous, on a un score de risque de cancer qui est faible, indéterminé ou élevé, à plus de 75%. Et vous voyez que ça marque des calcifications, des masses, on peut agrandir et valider nous. On dit, voilà, c'était déjà là, c'est rien, ou c'est nouveau, et on va considérer d'aller plus loin, faire un prélèvement. Ça c'est un autre logiciel qui s'appelle Erami. Ça efface tout ce qui est normal. Ici, il y a deux dames différentes. Ça, c'est une vue de face d'un sein. Ça, c'est la mammographie normale. Et en face, on a tout du gris, donc il n'a rien détecté de suspect. Ici, c'est une autre dame. Et vous voyez qu'en profondeur, ici, on a quelque chose d'un peu étoilé, spiculé. Il extrait que ça et il vous donne ceci. Et puis, sur l'oblique, on a la même chose. Il extrait que ça. Donc, on sait que c'est là qu'il faut aller focaliser l'échographie complémentaire. Ça donne un résultat en tout blanc quand c'est très suspect, en suspect indéterminé quand c'est au mieux, et puis quand c'est normal, ça donne une barre noire. La tomosynthèse bénéficie aussi de l'intelligence artificielle. Et vous voyez ici une petite image nodulaire agrandie ici avec des spicules un peu araignées périphériques. Et de l'autre côté ici, là,
on a quelque chose, on voit là. Donc, on peut aussi l'appliquer à l'intelligence artificielle. Et il y a eu des études qui ont montré que avec cette aide, on avait pour ce cas seulement 44% qui avaient marqué positif sans l'aide de l'IA et le double qui met ça positif avec l'aide de l'intelligence artificielle. On en vient maintenant à l'IRM, qui est une technologie que vous connaissez bien. Ça nécessite l'injection de gadolinium. Pourquoi? Parce que l'IRM détecte les cancers grâce à la néovascularisation. Toute tumeur a besoin de nutriments pour se développer. Au début, on a quelques cellules, donc il n'y a pas de néo-vaisseaux. Après, il y a des sécrétions de facteurs qui font proliférer les vaisseaux, qui viennent nourrir la tumeur. Et plus elle est grande et plus elle est agressive, plus elle va faire développer des vaisseaux. Évidemment, ça va permettre aux cellules métastatiques de partir dans les vaisseaux lymphatiques, par exemple. Donc, l'IRM, vous avez ici un résumé qui s'appelle un MIP. Donc, on voit très bien ici cette lésion-là. On peut la marquer en couleur aussi. Ça, c'est un autre cas. Et avec l'analyse de la dynamique de prise de contraste du rehaussement, si c'est rapide avec un washout, c'est caractéristique d'une lésion maligne à de rares exceptions. Alors que si on a une un rehaussement qui est très lent et persistant et progressif, ce sera vers la bénignité que l'on va aller. Alors, l'IRM, on a tous, beaucoup de nous en pratique. On va regarder d'abord les MIP pour savoir si c'est compliqué à analyser ou pas. Ici, vous avez un exemple où dans le sein droit, on n'a rien et dans le sein gauche, on a 4 lésions. Donc, ça veut dire que le traitement, si on n'a vu qu'une seule lésion en mammo et en écho, eh bien, il va être changé par l'IRM. On peut aussi voir la densité mammaire, l'importance du parenchyme, peu à très, très dense, très important. Avec l'IRM, on voit ça très bien. Et puis, quand on injecte, on a un rehaussement parenchymateux qui peut être faible, minimal, à très marqué. Et parfois, ceci nous donne des difficultés d'interprétation. Et on essaie de faire l'IRM quand c'est pour un dépistage en début de cycle et non pas en fin de cycle. Ici, vous avez une vue de profil avec des petits spots ici qui sont indéterminés. Ce n'est pas très suspect, surtout quand c'est symétrique. Par contre, vous voyez ici nettement qu'il y a une asymétrie qui est suspecte. Donc voilà des exemples ici, une radio oblique d'un sein gauche avec une surdensité, enfin qui est très très dense globalement. À l'échographie, probablement parce qu'on palpait quelque chose, on a trouvé un nodule de 8 mm. Et vous voyez qu'à l'IRM, on a le nodule, mais il y en a 3 autres, ce qui va changer les options thérapeutiques. Un autre examen beaucoup plus récent, 2019, c'est l'angiomammographie. C'est le même principe, on injecte un contraste, mais ce n'est pas du gadolinium comme en IRM, c'est de l'iode comme pour le scanner par exemple. Et vous voyez que 2 clichés obliques en miroir d'une même femme avec un petit ganglion, voire un deuxième ici en haut, nous permettent de détecter une asymétrie. Les ganglions sont asymétriques. Ça ne veut pas forcément dire que ce soit tumoral, c'est d'être inflammatoire, mais on a surtout ici un petit nodule noir de 6,4 mm. Et vous voyez que par rapport à l'autre sein, on a ici cette petite masse. Sur la face, ici, c'est central. Et à l'IRM, ça correspondait à ceci, rehaussement précoce ici, avec une courbe rapide et un lavage, voilà en couleur. Donc l'IRM ici était très caractéristique d'une lésion maligne, invasive, alors que la mammographie avait donné un score intermédiaire. Ce n'est pas inhabituel, mais au moins ça nous avait alarmés. Quelles sont les indications à l'angiomammographie et ses performances? Eh bien, en fait, ça remplace un peu l'IRM. Lorsqu'il y a une contre-indication ou lorsque l'accessibilité à l'IRM est limitée, on n'en a pas dans les parages, on ne peut pas faire de biopsie sous IRM comme nous en Valais, on les envoie à Lausanne. Donc maintenant qu'on a cette technologie, on peut faire les macrobiopsies ici en Valais sans devoir faire déplacer les gens et à un tarif moindre canton de Vaud, je vous le rappelle. Et on a eu la chance d'avoir des femmes très, très engagées, entre autres en premier Bahar, qui a fait, je pense, dans le groupe la première macrobiopsie sous IRM à Nyon l'année passée, suivie après par Anna Maria, qui est le lead en Valais pour cela. Quant aux performances, eh bien, cette angiomammographie est décrite dans la littérature comme sensibilité équivalente à celle de l'IRM pour les cancers primaires et pour les nodules secondaires, un petit peu moins. Et les faux négatifs de l'angiomammographie, c'est un peu comme ceux de l'IRM, c'est les cancers lobulaires invasifs et les cancers in situ qui sont parfois repérés par des microcalcifications. On peut aussi avoir d'autres technologies de détecter des cancers du sein, c'est par une hausse de température. Donc, cette année, il y a un petit rapport qui dit qu'on peut faire un soutien-gorge connecté qui détecte la hausse de température. Il y en a d'autres dans la littérature. L'objectif étant d'apporter une alternative novatrice à la mammographie.
Quoi qu'il en soit, si le test est positif, il faut une imagerie pour retrouver ce qui est censé être suspect et biopsier. Mais est-ce que c'est novateur? Eh bien, probablement pas, parce que la thermographie, ça date des années 80, et puis là, il y a un article de 2022 qui reprend le sujet. Donc, on comprend bien qu'une tumeur qui se développe grâce à la néoangiogénèse, elle va amener plus de sang chaud dans la région et cet afflux de sang artériel va ressortir par des veines qui sont en général en surface de la zone tumorale et on aura comme ici en noir, beaucoup plus noir, la zone chaude, ici en rouge, en couleur, en très très rouge, jaune, quand c'est encore plus chaud. Donc, bien, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut employer pour faire du screening dans des pays qui ne sont pas dotés d'IRM, alors que chez nous, mammographie US et IRM, c'est la temps or, ou dans d'autres endroits, c'est possible, parce qu'en fait, c'est pas cher et c'est entre guillemets rentable, c'est pas irradiant, donc ça peut être prometteur pour dans d'autres pays que chez nous. Chez nous, ça a été sorti du tarif il y a une vingtaine d'années. Je crois que plus personne ne fait ça, en tout cas pour le cancer du sein. Et d'autres approches que l'imagerie, eh bien, c'est mettre à contribution des chiens qui ont leur flair et en fait, ils peuvent détecter, comme dans d'autres tumeurs, le cancer du sein, semble-t-il, et il faut après, bien sûr, aller chercher où il est, hein, si c'est positif par le chien. On a une autre technique qui est la biopsie liquide, hein, c'est qu'on prend du sang puis on analyse des biomarqueurs circulants. Donc ça, c'est aussi une possibilité, mais là aussi, si c'est positif, eh bien, il faut aller trouver la tumeur pour la biopsie pour voir de quel type de tumeur il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant en suspens? Eh bien, on a des faits et on va aller vers un but. Les faits, c'est que le cancer du sein augmente surtout avant 50 ans. On a des recommandations officielles qui ne sont peut-être pas up-to-date. On a des limites des programmes de dépistage. Et les recommandations actuelles, il y en a qui sont très bien, mais elles sont quand même méconnues. Donc, il faut informer les femmes et les soignants. Et le but de ce qu'on a, comme on n'est pas content avec tout ça, ça pourrait être mieux, ben, il faut améliorer les process de détection en diminuant ce qui est inefficace, comme la mammographie dans les seins denses, par exemple, en diminuant. Il faut diminuer les coûts et puis il faut diminuer les faux positifs et il faut identifier les cancers de plus petite taille pour réduire les cancers d'intervalle. Donc, on doit déboucher sur des nouvelles recommandations pour optimiser le dépistage. Et ça vous être expliqué tout à l'heure par Anna Maria, c'est selon le risque personnel et il faut aussi prendre en compte l'évolution technologique. Parce que la meilleure imagerie pour le cancer du sein, ça va être l'imagerie simple, efficace, bon marché pour les assurances, gratuite pour les femmes, aisément accessible, qu'on ne doit pas aller à Genève ou Lausanne pour l'avoir, nécessitant si possible le minimum de ressources humaines, s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Et je vous ai mis ici hors franchise parce qu'il y a déjà une assurance ici qui permet aux dames qui sont affiliées dans l'assurance de base d'avoir des IRM, mammographie, ultrasons des seins gratuits pour des risques particuliers. Donc, on va déboucher sur des stratégies de dépistage personnalisées. On va définir les modalités, la modalité ou les modalités la meilleure pour la femme. Ça peut être celle-ci. Et puis, il faut définir la périodicité. On ne va pas faire chaque 6 mois. Dans certaines situations, peut-être. Mais on va faire peut-être chaque année ou plutôt chaque 2 ans. Donc, la femme, elle se demande si elle peut décider, mais bien sûr, elle peut participer au dépistage, passer une mammographie, se faire dépister. Elle a un choix, mais elle n'a pas un choix de tout ce qui est là et tout ce qu'elle devrait avoir, à mon avis. Donc, on serait tous heureux de connaître une technique d'imagerie optimale pour trouver ou exclure surtout le petit cancer du sein nécessitant un traitement. Parce que la femme, quand elle vient dans le centre de radiologie, elle veut dire, vous pouvez me dire que je n'ai pas de cancer avec quelle certitude? Donc, on peut dire qu'elle n'a pas un cancer agressif, ce serait idéal, de plus de 5 mm, qu'une fois qu'elle a fait cet examen test optimal, elle n'aura pas de cancer jusqu'au prochain intervalle de temps, une année ou 2 ans. Et puis, si par hasard elle avait un petit cancer, il serait encore détecté à un stade précoce. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous pour choisir? La mammographie, elle détecte, dans le cadre du dépistage, par exemple, 5 à 6 cancers sur 1000 femmes. L'échographie fait 2 à 4 cancers de plus, on est à 8. Là, on a mis l'IRM après 3 rondes de dépistage mammo et écho. Donc, on en est là et on trouve 14 cancers de plus pour 1000 femmes. Donc, en gros, l'IRM détecte 22 cancers sur 1000 femmes. On adjoint la mammographie parce qu'elle détecte des microcalcifications qui peuvent révéler un cancer in situ dans une minorité de cas. Mais pour l'instant, comme on vient de la mammographie, je pense qu'on ne peut pas la mettre tout de suite de côté. Il faut la garder pour ces situations-là. Donc, on va pouvoir certainement réduire plus que de 40% la mortalité si on pratique plus l'IRM. Donc, est-ce qu'on est devant une nouvelle ère pour l'IRM mammaire? Eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai pu tirer de la littérature récente.
Donc, l'IRM, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a des images résumées qui s'appellent des MIP. Et en fait, quand on regarde au début un examen, on va regarder s'il est négatif. En principe, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Si il est positif, bien sûr, on doit analyser les autres séquences, celles qu'on fait habituellement. Si c'est difficile ou douteux, ben, on va aussi analyser les autres séquences. Mais si les MIP, c'est ce qui est le plus utile en dépistage, eh bien, on peut se contenter de faire une IRM ultra rapide. C'est la doctoresse Cool qui a fait beaucoup de travaux là-dessus, avec un temps d'acquisition qui est inférieur ou égal à 1 minute. Et en fait, le temps machine là-dedans, on va dire, de 5 à 15 minutes, parce qu'il faut mettre la patiente en place, etc. Et on pourrait le proposer comme test de dépistage pour les femmes à risque moyen, parce que pour l'instant, c'est que pour les femmes à haut risque qu'on propose l'IRM. Je vous ai mis ici un exemple de prise de contraste avec une pente lente ou une adénose qui est une lésion bénigne avec le protocole ultra rapide et puis le protocole classique, vous voyez qu'il y a une pente qui est comme ça, qui est progressive et tout. Ici, c'est un cancer. Avec le protocole classique, voilà, c'est peut-être plus haut, là, ici, l'intensité, mais elle n'est pas foncièrement différente, cette courbe. Tandis qu'avec le protocole ultra rapide, eh bien, vous voyez qu'il y a une grande différence. Il y a une pente ici qui est beaucoup plus aiguë que la pente lente qui est là. Donc ça nous aide beaucoup. Donc, c'est de ce bouquin que j'ai retiré les dernières recommandations pour cette IRM ultra rapide. Et vous verrez que c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte. Donc, cette acquisition après 1 minute, elle analyse le rehaussement ultra précoce des tumeurs malignes. Elle permet de différencier les tumeurs malignes et bénignes et prédit même le grade histopronostique. Le temps machine, il est très bas par rapport à un examen normal et ça diminue le temps de lecture du radiologue jusqu'à 28 secondes pour dire que c'est négatif. Si c'est positif, eh bien, on ne pourra pas tout analyser. Il faudra parfois refaire un examen IRM complète. Mais là, on parle de dépistage. Donc, voilà un peu les images qu'on peut avoir. Des seins volumineux, on voit les vaisseaux, ça c'est une vue axiale, sein gauche, sein droit ici, puis on a 2-3 spots asymétriques qui sont a priori suspects. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette IRM abrégée devienne une réalité dans la pratique courante? Eh bien, on peut regarder les éléments suivants. Cette IRM ultra rapide est plus efficiente que la mammographie et l'échographie réunies. Dans nos cantons, c'est à peu près un coût similaire, en 400, ça c'est pour le Valais, 600 francs par exemple, et le temps il est similaire, voire moindre, que de réaliser une mammo-échographie. On peut aussi se dire que le dépistage IRM, il n'a pas besoin d'être fait chaque année, hein. Il peut être fait chaque 2 ans. Et on met ça en face d'un dépistage annuel par mammo-échographie qu'on fait quand même régulièrement maintenant dans le cadre d'un dépistage individuel. Donc, on aura une meilleure efficience diagnostique pour les stades précoces, un coût qui est similaire, et on détectera en IRM des cancers de grade intermédiaire ou de haut grade qui poussent plus vite. C'est ceux qu'il ne faut pas rater. On détectera les cancers d'intervalle qui sont biologiquement significatifs, et avec ça, on va viser certainement, on pourra dire que la mortalité va diminuer, et on réduit le surdiagnostic et surtraitement des cancers in situ de bas grade qui sont marqués par des calcifications, par exemple. Donc, conclusion de cette partie, le cancer du sein augmente fortement avant 50 ans. Le dépistage doit évoluer vers un mode personnalisé, avec une technique plus efficiente que la mammographie seule, voire avec l'échographie en plus, pour détecter des cancers agressifs au stade précoce. L'IRM abrégé ou ultra rapide est la meilleure solution actuelle grâce à sa capacité à détecter la néovascularisation. Elle a la meilleure sensibilité pour détecter les cancers significatifs. Elle détecte 2 fois plus de cancers que la mammographie. Et par rapport au binôme mammo-US chaque 2 ans, c'est similaire en termes de coûts. Il faut prendre conscience qu'elle a été sous-utilisée durant des années et la faire connaître aux femmes, aux médecins et aux partenaires de la santé pour donner aux femmes les meilleures chances de survivre et diminuer la morbidité de la découverte tardive d'un cancer du sein. Voilà, je vais donner beaucoup d'informations. Je suis à disposition après, à la fin, pour des questions. Et je me réjouis de passer maintenant la parole à Anna Maria qui va entrer dans le vif du sujet. Merci. Merci Dominique et bonjour à toutes et à tous. Moi, je vous parlerai de la stratification du risque de cancer du sein, des différentes approches en fonction de ce risque et du rôle de l'intelligence artificielle. En 2023, nous sommes arrivés à connaître assez bien le cancer du sein. Nous avons appris qu'il s'agit d'une maladie multifactorielle et cela signifie que plusieurs facteurs influent le risque de sa survenue. On a vu que le cancer du sein occupe la première place en termes d'incidence de mortalité chez la femme et par contre, des études récentes montrent que les facteurs du risque du carcinome mammaire ne sont pas bien connus par les patients et même pas par certains professionnels de santé. La forme sporadique du cancer du sein est la plus fréquente, 90-95%, et est causée par des mutations somatiques qui ne sont pas transmissibles.
Par contre, la forme héréditaire est causée par des mutations présentes dans toutes les cellules de l'organisme qui sont donc transmissibles et qui contribuent pour 5 à 10% de tous les cancers mammaires. Dans les facteurs non modifiables, nous trouvons principalement l'âge, la densité mammaire, la prédisposition génétique et les antécédents personnels de cancer du sein ou d'histologie B3. D'un point de vue statistique, les facteurs modifiables pèsent de façon plus significative sur la balance des facteurs de risque. Les traitements hormonaux comme ceux de la ménopause, notamment combinant un estrogène avec un progestatif de synthèse, les stimulations hormonales prolongées type FIVET, l'obésité surtout post-ménopause, l'alcool, le tabagisme, le diabète type 2, le travail de nuit, l'exposition aux radiations, etc., etc. Pourtant, l'évaluation du risque personnel est une étape fondamentale. Et lorsque nous, en radiologie, soit le gynécologue, soit le médecin traitant, nous recevons une patiente, il faut lui poser les bonnes questions. J'ai mis ici le questionnaire d'anamnèse que nous utilisons dans notre institut, rempli par la technicienne, et on voit qu'il y a beaucoup de cases à remplir. Le risque cumulé fait référence à la probabilité qu'une femme développe un carcinome mammaire au cours de sa vie en tenant compte de tous les facteurs. Ce risque augmente avec l'âge et nous permet d'établir 3 catégories. Dans le risque bas, nous trouvons les femmes de moins de 50 ans sans facteur de risque particulier. Le risque cumulé pour cette catégorie est de moins de 17%. Pour le risque intermédiaire, il s'agit de femmes de plus de 50 ans qui ont des facteurs de risque modérés listés ici, avec un risque cumulé entre 17 et 29%. Et enfin, les femmes à risque élevé sont celles porteuses de mutations génétiques ou avec d'importants antécédents familiaux ou personnels qui ont un risque cumulé de plus de 30%. Nous pouvons donc quantifier le risque de cancer du sein de chaque femme et donner un score de risque. Il existe plusieurs outils de calcul du risque et plusieurs d'entre eux sont disponibles en ligne ou comme app pour smartphone. Il s'agit d'outils envisageant soit un système de score comme le score de Heisenberg, qui est probablement le plus connu, soit de modèles comme le GAI, IBIS, Mammorisk et le très utilisé Boadicea V6. Ces outils doivent répondre à 2 questions. La première est, y a-t-il une indication ou non à consulter un spécialiste en oncogénétique afin de rechercher une éventuelle mutation génétique? La deuxième est de définir la probabilité de cancer mammaire pour établir des stratégies de dépistage. Ici, les critères familiaux et personnels qui posent l'indication à la consultation oncogénétique. Par exemple, pour les critères familiaux, 3 ou plus cancers mammaires dans la même branche parentale au premier ou deuxième degré, cancer bilatéral, cancer chez un homme, cancer du sein et de l'ovaire. Des situations familiales évoquant des formes syndromiques génétiques. Et pour les critères personnels, cancer mammaire avant 40 ans, cancer triple négatif ou médulaire, cancer du sein plus cancer ovarien ou pancréatique. Les analyses génétiques offertes en clinique regroupent plusieurs gènes associés à un cancer et sont appelés panels multigénétiques. Par exemple, le panel HBOC est utilisé pour détecter les mutations génétiques associées au risque accru de cancer mammaire et ovarien. Ce panel inclut plusieurs gènes, parmi lesquels les plus couramment testés sont les BRCA, Breast Cancer Gene 1 et 2, mais il y en a plusieurs d'autres. Et puis, il y a les SNPs, c'est-à-dire le Single Nucleotide Polymorphisme. Il s'agit de 313 variations géniques qui sont assez fréquentes dans la population. Et ces variations ont un impact individuel moins important que les gènes les plus rares mais plus pathogènes qui sont sur la gauche de ce diagramme. Toutefois, l'association de ces SNPs avec d'autres facteurs semble moduler à la hausse le risque de cancer du sein. On parle maintenant de score de risque polygénique ou PRS. Le PRS est le score recherché par le MyPEPS et le MyPEPS est une grosse étude clinique internationale financée par l'Union européenne qui inclut 6 pays, Belgique, Italie, France, Israël, Royaume-Uni et Espagne, et qui veut dépister les femmes entre 40 et 70 ans à l'aide d'une mammographie pour évaluer la densité et d'un test salivaire pour l'analyse génétique. Si jamais sur Internet, on pourra repérer beaucoup d'informations sur cet intéressant projet. Donc, pour quelles raisons évaluer le risque? Parce qu'une identification des facteurs de risque nous permet d'élaborer des stratégies personnalisées et efficaces de prévention primaire et de diagnostic précoce. Et pourquoi donc mettre en œuvre un dépistage spécifique en fonction du risque individuel? Parce que les patients qui ont un risque élevé de cancer mammaire, statistiquement, auront des cancers à un âge plus précoce, plus avancé et avec plus de ganglions métastatiques et plus de cancers d'intervalle. Le choix du type d'imagerie et de la
périodicité adaptée au risque individuel nous permet une détection précoce de petits cancers sans atteinte ganglionnaire et de grade plus faible. Et les conséquences se traduiront par des traitements moins impactants, par une réduction des récidives et finalement par une meilleure survie des patientes. Je vous montre ce document de l'OFSP de 2021 que plusieurs d'entre vous connaissent bien et qui illustre les recommandations pour la surveillance des patients à risque modéré et élevé, étant donné que les patients à bas risque peuvent bénéficier des programmes de dépistage organisés. Différents protocoles de surveillance avec différentes périodicités sont indiqués pour les différentes catégories de risques. À noter que dans la pratique, certaines assurances se basent sur ce tableau pour refuser de rembourser des examens mammo-US-IRM. Par exemple, si le risque calculé pour une femme est de 28%, une IRM peut ne pas être remboursée même si la densité est de type D, car le risque n'atteint pas 30%. Et remarquez que depuis mars 2022, EUSOBI recommande l'IRM pour les densités ACR type D pour toute catégorie de risque. Le groupe du risque élevé sans mutation identifiée représente 90% des consultations oncogénétiques. Il s'agit d'un groupe hétérogène important qui va du cas isolé aux antécédents plus. Sont des sujets qui ont un score de Heisenberg majeur ou égal à 3 sans mutation identifiée ou recherche non faite. Pour cette catégorie, l'imagerie commence à partir de 30 ans. Entre 30 et 39 ans, mammographie avec une incidence oblique sur chaque sein, plus ou moins US, et IRM chaque année. Entre 40 et 60 ans, mammographie complète annuelle, plus ou moins écho et IRM si densité C ou D. Et après 60 ans, mammographie plus S annuelle en alternance avec IRM selon la densité. À noter que les recommandations OFSP, ACR et HAS sont assez alignées avec de petites variations. Le groupe du risque élevé avec mutation démontrée inclut les patientes mutées BRCA1 et 2. Ces mutations prédisposent également à d'autres types de cancers. On commence avec l'examen clinique semestriel à partir de 20 ans, puis surveillance annuelle par imagerie à partir de 25 ans. IRM entre 25 et 29 ans et on ajoute une mammographie oblique plus ou moins échographie entre 30 et 40 ans. Mammographie complète plus ou moins échographie avec IRM jusqu'à 70 ans et puis mammographie chaque 2 ans. Pour les BRCA et les STK11, l'IRM a commencé 5 ans avant l'âge du premier diagnostic dans la famille, si ce dernier a été posé avant 30 ans. On préconise un rôle plus important de l'échographie 2D et de la BUS, supportée par l'intelligence artificielle, ainsi que de l'IRM abrégé qui a les mêmes performances diagnostiques de l'IRM complète. Si l'IRM n'est pas réalisable, pensez à proposer une angiomammographie. Petit rappel pratique, dans les femmes à risque élevé, se méfier des anomalies classées BRAF 3 mammo-IRM. Il faut éviter les contrôles à 4-6 mois, mais toujours fonctionner car il s'agit de seins à fort risque de cancer. Plusieurs autres mutations génétiques que BRCA prédisposent au cancer mammaire, ici les plus importantes. En jaune, les mutations considérées à risque très élevé supérieur à 40% et envers les variantes à risque moins fort mais restant élevées entre 15 et 40%. À rappeler qu'avant 40 ans, il faudra toujours se limiter à une incidence oblique de mammographie de chaque sein, le soi-disant examen single view, et très important de ne pas faire de mammographie ni d'angiomammographie chez les patientes porteuses d'une mutation du TP53 ou syndrome de Li-Fraumeni en raison de leur radiosusceptibilité et donc du risque élevé de cancer radio-induit. Antécédents personnels de cancer du sein et de carcinome canalaire in situ. En plus du risque de récidive dans le sein traité, ces femmes ont un risque 3 à 4 fois plus élevé de développer un nouveau cancer du sein qu'une femme de même âge. Ce risque justifie un suivi régulier et prolongé. On distingue les patientes qui ont eu un traitement conservateur de type tumorectomie et les patientes qui ont eu une mastectomie sans ou avec reconstruction par prothèse ou limbo. Ce qui est recommandé est un examen clinique et une mammographie annuelle à vie. C'est mieux avec tomosynthèse. L'IRM est parfois recommandé si c'est dense ou patiente de moins de 50 ans. Après mastectomie, il n'y a pas de consensus pour l'imagerie du côté opéré en raison d'une valeur prédictive positive faible par rapport à l'examen clinique. Risque après prélèvement histologique dans les antécédents. Environ 7% des biopsies de sein, surtout macrobiopsies, ont un résultat classé en B3. Il s'agit de lésions bénignes, mais à potentiel évolutif incertain.
Le risque de malignité est très variable, entre 2 et 35%. Les lésions proliférantes avec atypie sont des vrais facteurs de risque. Le traitement recommandé pour ces lésions est la chirurgie, mais l'abstention chirurgicale est possible si décidée en consultation interdisciplinaire. En tout cas, la surveillance par imagerie est nécessaire. La HAS précise la nécessité d'une surveillance annuelle pendant 10 ans, tandis qu'aux États-Unis, ils sont plus stricts et recommandent une surveillance active mammographique à vie et un traitement préventif par tamoxifène. Concernant l'IRM, les données en littérature sont insuffisantes car il n'y a pas d'études prospectives sur les valeurs de suivi par IRM des patients à risque histologique, mais au vu du risque cumulatif estimé, les Américains la préconisent par analogie avec le risque héréditaire qui est mieux connu. En plus, des études concernant l'angiomammographie sont en cours. Les jeunes patientes qui ont subi une irradiation thérapeutique du thorax, par exemple pour lymphome de Hodgkin, sont considérées à haut risque et auront une imagerie annuelle selon le schéma en bleu dans la diapositive. La question de savoir si une irradiation faible dose, faible énergie, comme dans le dépistage, prédispose au cancer mammaire est assez ouverte. On a fait des extrapolations des irradiations à forte dose et des études de modélisation qui sont peut-être biaisées. Il semble toutefois exister un taux légèrement plus élevé de cancer radio-induit qui semblerait plutôt corrélé avec un dommage génétique de la réparation de l'ADN pour possible mutation de la protéine ATM. Donc, le risque existe, mais plutôt dans un contexte de radiosensibilité. En tout cas, en tant que radiologue, nous devons rester conformes à nos principes les plus importants, c'est-à-dire réduire la dose, justifier et substituer. La densité mammaire est un facteur de risque démontré en raison de son effet masquant, mais aussi comme facteur indépendant, ce qui a fait introduire l'US pour les seins denses dans plusieurs programmes de dépistage organisés et l'IRM chaque 2-3 ans pour la densité de type D. L'évaluation de la densité mammaire est dans la plupart des cas qualitative, visuelle, avec variations interobservateurs significatives, mais l'intelligence artificielle va nous fournir une analyse quantitative plus objective. La radiomique nous apportera des données supplémentaires sur la densité, mais aussi sur la complexité du parenchyme mammaire en tant que facteur de risque. Concernant le rehaussement de fond en IRM, il est hormonodépendant, corrélé avec l'activité estrogénique, mais également avec l'activité métabolique par rapport à la microvascularisation. La littérature est abondante, parfois discordante, mais il semble constituer effectivement un facteur de risque indépendant. Les recherches se penchent sur son rôle de biomarqueur prognostique et d'évaluation de la réponse thérapeutique. Toutefois, pour bien l'utiliser, il faudra implémenter l'analyse quantitative via intelligence artificielle. En angiomammographie, le rehaussement de fond semble moins influencé par le cycle hormonal et il existe un meilleur accord interobservateur, mais il faut encore déterminer s'il est effectivement un facteur de risque. Venons maintenant sur le sujet de l'intelligence artificielle. Si on lance une recherche sur PubMed concernant Artificial Intelligence and Mammography, il y a désormais presque 1200 références sur l'IA, chiffre qui augmente de jour en jour. Jusqu'en début d'année, la plupart des études sorties nous montraient que l'intelligence artificielle était de plus en plus performante en mammographie et en tomosynthèse. Sans avoir encore obtenu le même résultat d'un radiologue expérimenté en termes de sensibilité et spécificité. Mais avec l'intelligence artificielle, nous savons que les choses vont vite. Et en fait, une grosse méta-analyse qui vient de sortir ce 23 mai sur Radiology et qui englobe plus de 1,1 million d'examens d'imagerie mammaire de dépistage a démontré que l'intelligence artificielle comme lecteur autonome pour le dépistage de la mammographie numérique a donné des résultats aussi bons ou même meilleurs que les radiologues. Toutefois, les auteurs ont suggéré que des évaluations critiques sont nécessaires avant que l'IA puisse être mise en œuvre en tant que méthode autonome d'interprétation des mammographies. Par contre, il n'y a pas encore suffisamment de preuves sur les performances de l'IA pour l'interprétation de la tomosynthèse, même si les résultats semblent très prometteux. Actuellement, quel est le rôle de l'intelligence artificielle en mammographie et notamment est-ce que l'IA représente une aide pour les radiologues dans la lecture des mammographies et de tomosynthèse? Oui, car les études ont démontré qu'on gagne un peu en sensibilité, un peu en spécificité et un peu en temps de lecture.
Toutefois, ce gain de temps n'est pas toujours présent dans les scores élevés. Une étude de Transparal l'a bien démontré, car devant une mammographie avec des marques de score élevées, le radiologue se pose des questions et pour cette raison, la lecture peut se rallonger. Une autre question pourrait être, est-ce que l'IA peut jouer un rôle dans le triage des mammographies et des tomosynthèses? Cela pourrait s'avérer très utile pour trier les vrais négatifs. Dans la vraie vie du dépistage, nous lisons 99% des mammographies inutiles car le taux de cancer est inférieur à 1%. Un triage par l'IA nous permettra d'avoir plus de temps pour les cas difficiles ou pour intégrer la tomosynthèse dans le dépistage avec ses nombreuses images. Et par ailleurs, elle pourrait pallier au manque chronique de radiologues. Concernant le triage, les résultats sont discordants. La réponse serait plutôt oui, avec environ 70% de mammographie à moins à lire, mais au prix d'un petit pourcentage de cancers non vus par l'IA, et donc l'apparition d'une nouvelle problématique éthique et médico-légale. Est-ce que l'intelligence artificielle a un apport dans la prédiction du risque? Oui, l'intelligence artificielle peut apporter de gros avantages dans la prédiction du risque car elle permet une évaluation quantitative et objective de la densité. Elle rend possible l'intégration de la densité dans des modèles de risque plus utilisés et enfin, elle permet l'évaluation de la complexité architecturale mammaire comme facteur de risque dans le domaine de la radiomique. En radiomique, le phénotypage mammographique représente la complexité parenchymateuse et la disharmonie architecturale d'un sein, nous montrant par exemple que dans ce sein, il pourrait se développer un cancer. Les données dérivées de la mammographie numérique et de la tomosynthèse sont utilisées à l'aide du deep learning pour cibler les différents aspects du risque, et notamment des évaluations quantitatives et reproductibles de la densité mammaire. Ici, un exemple de segmentation de la densité à partir d'une mammographie numérique avec un résultat en pourcentage. L'évaluation du risque du cancer du sein à travers des scores de texture qui sont indépendants de la densité. Les femmes avec le plus haut score identifié ont un risque 3 fois augmenté par rapport à la population normale. Et l'identification des risques à long terme après un dépistage négatif ou un examen de routine en raison du masquage ou de la croissance rapide et agressive d'une tumeur. Nombreuses études sont en cours et les résultats sont très prometteux. Revenant au rôle de l'intelligence artificielle en mammographie, est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur le cancer de l'intervalle? Oui, plusieurs études rétrospectives ont démontré que l'intelligence artificielle a un impact effectif sur la réduction des cancers de l'intervalle. Et enfin, est-ce que toutes les intelligences artificielles proposées et disponibles sur le marché ont les mêmes performances? La réponse est non. Cette étude publiée sur JAMA, le Dream Challenge, qui a été le plus grand effort de benchmarking dans l'interprétation de la mammographie de dépistage, a montré qu'il y a une grande variabilité entre les 31 différentes solutions commerciales de l'IA analysées. Qu'est-ce qui se passe en IRM et en échographie? En IRM, les efforts vont dans plusieurs directions et les travaux en littérature montrent de bonnes performances de solutions de deep learning et de radiomique. Préliminairement, du point de vue purement technique, on cherche à obtenir de belles images, peu artefactées, peu bruitées, de résolution optimale, avec diminution des temps d'acquisition. Ensuite, l'extraction d'informations comme la quantification du volume mammaire, de la composition glandulaire et du rossement de fond. L'identification des lésions, surtout à l'aide de séquences ultra-fastes qui nous permettront une réduction marquée des temps d'acquisition et des temps de lecture. La caractérisation et classification des lésions par rapport à une liste de paramètres qualitatifs, morphologie, signal, tissu péritumoral, et quantitatif, rossement. Par exemple, le logiciel Quantix, le seul validé par l'FDA pour l'IRM, attribue un score à une lésion préalablement identifiée par le radiologue à l'aide d'une liste de 34 paramètres. Ces scores de malignité peuvent être corrélés au BIRADS, le tout dans le but d'une amélioration de la spécificité. Des recherches sont faites sur la détection des adénopathies axillaires, sur la corrélation et la fusion multi-imagerie. Et RAMI, par exemple, est assez prometteuse dans ce sens. Et enfin, sur la prédiction de la réponse à la chimiothérapie et sur l'IRM prognostique. Concernant l'US, il y a des logiciels, 3 sont approuvés par l'FDA. Le COIOS qui améliore les performances des lecteurs et surtout des opérateurs non spécifiés. Le BUCAD, le SDetect qui est intégré dans les échographes Samsung.
L'ABUS, en raison de la quantité d'images produites, pourra largement bénéficier de l'apport de logiciels d'intelligence artificielle. En littérature, on propose ces systèmes de US 3D plus intelligence artificielle comme une solution potentielle pour le dépistage du sein dense dans les régions où il y a une pénurie de radiologues. L'intelligence artificielle a déjà un impact réel dans notre routine et elle devient inévitablement de plus en plus importante. Il faut vraiment la considérer comme une aide plutôt qu'un concurrent. Une intégration optimale de l'IA dans le flux de travail permettra d'harmoniser sa puissance avec notre propre expertise dans l'objectif de sécurité de diagnostic et de gagner du temps pour une meilleure efficience. Et finalement, sachant que le cancer du sein est une maladie multifactorielle et qu'il y a une énorme variabilité individuelle, la conclusion est qu'un dépistage basé uniquement sur l'âge ne peut pas être suffisant. Le problème principal du dépistage organisé est le cancer de l'intervalle pour lequel il n'y a pas encore de solution. Il faut appliquer une stratégie multimodale et utiliser toutes les techniques à notre disposition, les appliquant aux bonnes patientes et au bon moment avec un rythme de suivi adapté, le tout après une évaluation correcte et méticuleuse du risque individuel. Pour tous les partenaires de santé, le but est d'identifier les femmes à risque, d'optimiser le dépistage personnalisé, de stratifier le risque pour chaque patiente et d'individuer les femmes à risque modéré et élevé, notamment de cancer de l'intervalle, sachant que les études génétiques et la radiomique pourront de plus en plus nous aider, et enfin de bien appliquer les lignes directrices et les schémas de surveillance au FSP et de contribuer à les diffuser. Pour ce qui concerne les radiologues, il sera primordial d'optimiser la mammographie en favorisant la tomosynthèse, de la compléter en cas de densité élevée D, mais aussi C, par une échographie et éventuellement une IRM ou une angiomammographie si IRM n'est pas possible. De faire travailler avec nous et pour nous les outils d'intelligence artificielle afin de nous garantir une efficience optimale et dans le futur d'être attentifs aux évolutions, comme par exemple le dépistage des patients à risque par IRM ultra rapide. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anna Maria. Merci beaucoup, Dr Fournier, pour cette présentation extrêmement complète. Alors, je vais maintenant reprendre avec les dias de quiz et de réponses. Selon les recommandations actuelles, le dépistage du cancer du sein peut officiellement se faire par les méthodes suivantes. La mammographie digitale, la palpation, l'échographie ou l'IRM. Les réponses ci-dessus sont justes. Alors, c'est vraiment une séance questions-réponses assez interactive, donc je vous invite à ouvrir vos micros et puis à participer. Donc, voilà, toutes les remarques sont bonnes à entendre. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Alors, pour la réponse, là, toutes les réponses ci-dessus sont bien sûr justes. Selon les recommandations actuelles, toutes ces modalités sont extrêmement importantes pour le dépistage du cancer du sein. Et ce sont toutes ces méthodes qui sont validées. On va passer à la seconde question. Alors, je vais faire une à une et si quelqu'un veut participer, vous êtes vraiment les bienvenus. La mammographie rate 20% des cancers dans les centres très denses. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, selon vous? Alors, la réponse, c'est faux parce que comme on l'a vu dans la présentation, on est autour de 50% de cancers, malheureusement, qui sont ratés dans les seins très denses. Deuxième question, l'échographie permet de détecter des cancers plus petits que la mammographie. Est-ce que vous avez la réponse à ça? Quelqu'un voudrait répondre? Alors, c'est vrai. Donc, l'échographie, on a vu pendant la présentation, il faut environ une lésion de 10 mm pour que ce soit détecté à la mammographie, tandis que l'échographie détecte déjà dès 3 mm les lésions. Le pourcentage de cancers survenant avant 50 ans est de 25%. Alors, la réponse est vraie. Comme on l'a vu dans la présentation du docteur Fournier, 15%, c'est entre 40 et 50 ans et 10% avant 40 ans. Donc, on est bel et bien autour, malheureusement, de 25%.
Numéro 4, la palpation n'est pas utile pour dépister le cancer du sein. C'est évidemment faux. Parce que la palpation fait vraiment partie de notre activité au quotidien et puis détecte jusqu'à 30% des cancers. Et en dernière question, avoir des seins denses augmente de 4 à 5 fois le risque de cancer du sein. Donc voilà, à nouveau, comme on l'a vu durant la présentation, évidemment oui. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'importance de l'échographie et de l'IRM pour venir un petit peu soutenir la mammographie qui malheureusement rate des cancers pour les seins denses. Donc ça, c'était pour les quiz. Est-ce que vous avez sinon des questions à nous poser? Moi, j'avais une remarque sur l'intelligence artificielle chez le docteur Dervis. Alors, il y a un article qui sort récemment je peux vous dire, sur nature.com, sur l'impact de l'IA sur la suggestion à la décision du radiologue. Et ça montre, paradoxalement, que ça peut diminuer la spécificité et la sensibilité. Pourquoi? Il y a deux biais cognitifs. Il y a une dépendance excessive, c'est-à-dire être d'accord à chaque fois avec l'IA, sans engagement. Et la deuxième, une sous-dépendance, c'est-à-dire que être en désaccord avec les suggestions de l'IA sans engagement suffisant. Et ils ont montré aussi que l'effet des suggestions d'IA sur les décisions diagnostiques était très, très cohérente. Donc la conclusion, à mon avis, c'est que les radiologues, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire de l'intelligence artificielle parce que ça peut quand même fausser. Il faut vraiment faire attention à cette intelligence artificielle vendue par plusieurs, on a vu Erami, etc. Donc ça, c'est très important à retenir, je pense. Il faut que nous, les radiologues, il faut qu'on comprenne plus l'intelligence artificielle et être impliqués dans cette boîte noire pour essayer Ça, c'est la première question, à mon avis. La deuxième, c'est l'IRM mammaire. On a vu que l'ultrafast, donc il y a deux solutions, l'ultrafast avec Abbreviate MRI ou bien l'ultrafast tout seul et Abbreviate MRI tout seul. Donc, c'est des indications différentes. OK, si on découvre des lésions plus tôt, grâce à l'IRM plus petites, allez, imaginons des lésions de 4 mm. Donc, next step, c'est quoi? C'est l'échographie second look pour essayer de biopsier. Ou bien faire la biopsie sous IRM. Donc, ça, c'est très important. Donc, maîtriser l'échographie second look pour voir ces petites lésions de 3 mm, 4 mm qu'on voit à l'IRM. Des fois, ce n'est pas très évident. Donc, l'abus, ça peut être un apport dans le dépistage, mais pas remplacer le radiologue, parce que le radiologue, s'il fait moins en moins d'échographie, il fera moins de diagnostic de second look, les petites lésions qu'il va voir à l'IRM, parce qu'on va avoir dans l'avenir beaucoup de lésions de petite taille grâce à l'IRM. Donc, il faut savoir gérer tout ça après. Est-ce qu'il faudrait être... il faut qu'on ait une biopsie sous IRM sous la main. Ça, quelqu'un qui fait de l'échographie second look, qui fait des IRM de dépistage, il doit avoir la biopsie sous IRM ou autre chose pour solutionner le problème. Voilà mon avis. Je vous remercie, Marc. Oui, je réponds volontiers à ta première question qui me semblait plus une remarque qu'une question. Et bien, c'est tout à fait légitime, c'est une bonne remarque. Je pense qu'on est en pleine courbe d'apprentissage pour ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et bon, on est à l'attente d'ultérieures évaluations qui doivent être toujours les plus rigoureuses possibles. Personnellement, à la mammographie, je pense que c'est une aide dans le sens que ça attire l'œil sur quelque chose que le logiciel a remarqué. Et puis, dès qu'on est en risque intermédiaire, je pense qu'il faut focaliser l'échographie dessus et démontrer à tout prix où il y a quelque chose, où il n'y a pas quelque chose. Pour l'ultrason, c'est encore en devenir. Il y a des choses qui se font. On verra ça dans les prochains congrès, effectivement. Je pense que l'intelligence artificielle dans le workflow est très importante. Par exemple, pour enclencher un compte-rendu automatisé, ça aide beaucoup parce qu'on va gagner du temps patient. Parce que nous, notre problème, c'est le temps patient. Parce qu'il faut savoir que l'échographie à bus, il n'y a pas de temps de patient. Le patient ne le voit pas. C'est bien dans le dépistage. Par contre, l'échographie, l'apport du contact médecin-patient est très important pour un radiologue.
Il ne faut pas qu'on perde ce contact, pour ceux qui font de la CNO, il ne faut pas qu'on perde ce contact patient, radiologue, et gagner du temps dans le rapport, dans tout ce qui est workflow. Et je pense que si on gagne du temps dans le workflow, on va gagner tout ça dans le contact patient. Absolument. Il y a un sujet aussi qui, c'est on va dire, dans le workflow, si on a une haute certitude qu'il n'y a pas de cancer, donc c'est la valeur prédictive négative, je pense qu'entre autres dans les seins qui ne sont pas très denses, A et B, je pense qu'on peut croire l'intelligence artificielle et gagner du temps peut-être à ne pas faire d'échographie là-dessus. D'autant que dans le Tardoc, on va avoir 50% de moins de remboursement de mammographie, donc on pourra moins passer de temps et d'efficience dessus. Et chacun doit trouver un peu, chaque équipe, où il peut mieux implémenter l'intelligence artificielle. C'est différent selon le workflow et les patients qu'on a. C'est tout à fait exact. Il y a une question qui demande si on a, lorsqu'on a l'intelligence artificielle qui donne un résultat niant la présence de cancer, est-ce que les radios sont vues par radiologue toujours actuellement? Parce qu'on n'a pas encore assez d'études qui disent que justement cette valeur prédictive négative, elle est suffisante pour dire il n'y a pas de cancer. Alors dans les seins graisseux, on pourrait tenter de croire à 100%, mais pour l'instant, on regarde encore toujours. Pour répondre à la question du médecin tout à l'heure, personnellement, pour justement éviter ce biais, moi, d'abord, je regarde la mammographie toute seule et puis après, je regarde l'IA pour justement ne pas me laisser influencer par son résultat. Et dans un second temps, si je vois qu'il est d'accord avec moi, alors c'est concordant. Si je vois que lui, il a mis quelque chose qu'il a vu que je n'ai pas vu, là, je me penche dessus. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. Alors, pour passer aux autres questions, je vois que quelqu'un pose une question sur le score IBIS. C'est ça? Oui, alors, en fait, ce n'est pas une question. Pardon. C'est bonjour tout le monde, c'est Elsa Bi à l'appareil. Alors, grande félicitations, c'était une très, très belle présentation. J'ai plutôt une remarque pour le score IBIS. En fait, je suggère qu'on le calcule directement pour les patientes qui montrent plusieurs facteurs de risque, parce que ça donne directement l'attitude après de comment procéder pour le dépistage, parce qu'on peut le mettre, enfin l'insérer dans les recommandations de l'OFSP. Donc, on fait déjà ces questionnaires qui sont assez exhaustifs, mais ça ne donne pas vraiment... voilà, je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin. Et faire ce score IBIS, c'est très simple à faire. On va sur Internet, il y a un questionnaire qu'on fait directement avec la patiente et ça me donne le score à la fin. Tout à fait. Oui, il faudrait avoir une concordance pour l'utilisation de tous ces scores, IBIS plutôt que Heisenberg, parce que ce sont très faciles à calculer en fait. Voilà, voilà. Et en fait, il y a beaucoup, enfin moi je travaille beaucoup à Genève et il y a beaucoup de gynéco à Genève qui l'utilisent, certains le marquent déjà sur le bon. C'est juste une suggestion pour être un petit peu plus quantitative et moins selon le feeling. Non, tu as raison, Elisabeth. On a même maintenant des assurances qui nous le demandent de temps en temps. Ouais. Est-ce que, donc, du coup, je regarde s'il y a une autre question. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Alors, la question est pour le docteur Fournier. Qu'est-ce qui a fondamentalement vraiment changé pour vous dans l'approche du dépistage du cancer du sein ces, on va dire, 10 dernières années? Par rapport au début, bon, il y a l'évolution technologique de la mammographie. Hein, ça, je ne me rappelle pas. Hein, c'est comme les films à développement dans les bains. Ça, c'était plus de 10 ans. Et l'évolution technologique avec la diminution de la dose en mammographie et puis après l'adjonction de l'échographie pour les seins denses. Et comme je l'ai dit, chez nous, on la restreint seulement au type D. Il faudrait probablement quand même l'étendre en Amérique du Nord au type C. Parce qu'on trouve quand même des petits cancers qui sont des gros cancers, plus gros en tout cas, lorsqu'il y a la vague suivante 2 ans plus tard. Et on a déjà identifié, et le FSP l'a aussi fait dans son tableau, donc par rapport à des risques particuliers d'adjoindre l'IRM par exemple. Ce que j'étais étonné dans ce tableau, c'est qu'on parle jamais d'échographie. Donc, parce que l'échographie, elle est manuelle, hand comme on dit, et il y a bien sûr des études et des critiques que c'est opérateur dépendant, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de radiologues qui font de la bonne, voire très bonne échographie, et on devrait réserver peut-être
l'échographie des seins à des experts, comme beaucoup d'entre vous le sont. C'est pour ça que j'ai mentionné la Suisse allemande avec une pratique différente. Vous connaissez certainement des radiologues en Suisse allemande. C'est différent parce qu'il y a beaucoup, comme dans d'autres spécialités, de pédiatrie, rhumatologie, tout ça, des gens qui font de l'échographie. Et là, c'est même des généralistes qui font de l'échographie avec des appareils qui sont peut-être pas up-to-date. Donc, je pense que c'est pas forcément une bonne chose de faire de l'échographie quand on n'a pas une grande expérience. Par exemple, le cancer, on parle pas de dysplasie de hanche. Puis la dernier élément, c'est la néovascularisation détectée par l'IRM et même en l'angiomamographie. Donc ça, c'est vraiment un renouveau, surtout les gens qui ont essayé d'optimiser cet examen avec l'ultraface et tout, l'abrégé. Et puis, comme disait le collègue tout à l'heure, il faut pouvoir biopsier même des trucs de 4 mm. Et ça, nous maintenant, on a tendance, enfin, on le fait sous angiomammo, parce que on n'a pas eu d'échec, on n'a pas fait des tonnes pour l'instant, mais de visualiser à l'angiomamographie, de pas visualiser à l'angiomamographie des choses qu'on aurait proposé de biopsier sur l'IRM, parce que l'appareillage de biopsie sur l'IRM, pour ceux qui n'ont pas, c'est 80 000 francs, c'est long, c'est pas simple, alors que là, on va 3-4 fois plus vite, on va dire, avec l'angiomamographie. Voilà un peu les trois grosses nouveautés, donc surtout la dernière, l'angiomamographie. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Et puis moi, je vois aussi dans ma pratique qu'on a de plus en plus quand même de gynécologues qui commencent leur dépistage dès 40 ans. Des femmes qui commencent un dépistage individuel dès 40 ans. Personnellement, je trouve ça une bonne chose, surtout vu les chiffres qu'on a pu voir durant cet exposé. Donc, une autre question qui revient de temps en temps, c'est par rapport aux hommes. Qu'en est-il des hommes? Quelle prise en charge par rapport à leurs risques? Oui, je réponds volontiers. Bon, tout d'abord, il faut préciser que le cancer du sein chez l'homme est très rare. Environ 1% de tous les cancers du sein diagnostiqués sont chez l'homme. Et quand nous trouvons un homme et nous lui diagnostiquons un cancer du sein, il faut tout d'emblée l'envoyer en consultation oncogénétique. L'oncogénéticien cherchera une mutation et s'il trouvera chez cet homme une mutation, alors il cherchera une mutation aussi chez toute sa famille pour faire une classification optimale du risque. Je rajoute aussi, peut-être tu veux le rajouter toi-même, c'est que le cancer de sein chez l'homme est plus risqué parce qu'en fait, on a moins de distance par rapport à la peau, par rapport au pectoral et aux régions axillaires, donc son pronostic est péjoré. Donc, un nodule dans un sein chez un homme, en général, ça arrive plutôt chez l'homme âgé, mais toute asymétrie nodulaire doit bénéficier d'un examen complémentaire. On connaît la gynécomastie asymétrique à l'adolescent, c'est très rare d'avoir une tumeur à cet âge-là, mais il faut quand même le prendre en compte aussi psychologiquement pour l'adolescent ou le jeune homme, de faire rapidement une échographie pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de méchant dessus. Surtout dans un contexte familial. Eh bien, est-ce que le public aurait une autre question à poser à nos interlocuteurs? Sinon, alors dans ce cas, je terminerai par cette dernière question qui pourra clore cette présentation concernant l'intelligence artificielle. Donc, Anna Maria, tu nous as fait une présentation extrêmement complète. Et qu'est-ce que tu penses dans le futur de l'IA qui remplacerait un des deux lecteurs lors du dépistage? En fait, on n'est pas encore prêt pour ce pas parce qu'on a besoin d'études prospectives. Les études prospectives sont nécessaires pour valider les résultats de la littérature. Parce que nous avons que des études rétrospectives qui sont basées sur des données qui ont déjà été collectées et donc elles sont sujettes à des biais. Et les études prospectives nous permettront de faire une évaluation des performances de l'intelligence artificielle dans le dépistage dans un contexte en temps réel. Et en plus, on pourrait faire des mesures des principaux indicateurs de performance de dépistage comme le taux de rappel, comme la spécificité, comme les valeurs prédictives positives. Donc, ce sont vraiment les résultats de ces études qui nous disent si on peut appliquer efficacement l'intelligence artificielle dans le dépistage. Et en plus, il faudra considérer aussi d'autres facteurs comme le coût de l'intelligence artificielle et la disponibilité de ces logiciels et aussi les règles et les protocoles appliqués dans les différents programmes de dépistage. Voilà. Si je peux me permettre un dernier message,
je dirais que merci à tous qui avez assisté, merci d'avoir introduit et commenté. Moi, j'aurais une recommandation pour vous, hommes et femmes, qui êtes autour de la table, c'est de diffuser cette information parce que, je l'ai mentionné, on a la rétention, on va dire, inconsciente de l'information, que ce soit les médecins généralistes et les gynécos, on ne va quand même pas lui demander une mammographie, elle a 35 ans, parce que c'est irradiant. Donc maintenant, on a des outils à disposition et je pense que toute femme dès 30 ans doit se poser la question en dehors d'un contexte de risque ou familial. Qu'est-ce que je veux pour moi? Je dois m'informer, je demande des informations à mon gynéco généraliste. Vous regardez à nouveau ce type de web séminaire ou autre, dans la littérature, on est aussi à disposition, vous pouvez nous écrire. Si jamais vous voulez approfondir certains sujets, on reste à disposition. Et comme l'a dit tout à l'heure Loire, il faut dès 40 ans se prendre en charge. C'est vraiment la date limite pour se prendre en charge sur le domaine du cancer du sein et diffuser cette information autour de vous. Parce qu'à cet âge-là, on ne se sent pas potentiellement malade. Mais la réalité, elle est là. Ça touche quand même beaucoup de femmes jeunes. Merci. Merci beaucoup pour votre remarque. Alors, moi, je vais clore en vous disant que vous allez recevoir donc les crédits par mail. N'oubliez pas d'évaluer cette présentation. Et puis, on se retrouve donc le 13 septembre à midi, de midi à 13h pour la présentation sur le cancer du poumon en 2023, actualité et perspectives, qui sera présentée par le docteur Benoît Risque. Donc, ce sera un sujet très intéressant, donc cancer du poumon, qui reste l'une des principales causes de décès de cancer. Donc, je vous remercie et puis je vous dis rendez-vous au prochain webinaire. Au revoir à tous. Bon été à tous. Bon été.